Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de Trantor. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle fantastique écrite par Howard Phillips Lovecraft. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la science-fiction, mêlant aux histoires de démons et de races anciennes ses propres délires psychotiques et névrosés. Le plus célèbre des mythes qu'il a créés est celui de Cthulhu, monstre cosmique établi sur Terre bien avant la race humaine et qui reviendrait pour asseoir définitivement sa domination sur nous. Mais dans ma lecture d'aujourd'hui, rien d'extraterrestre à l'horizon. J'ai simplement trouvé un moyen détourné pour vous parler de l'une de mes passions, les chats. Parce que soyons honnêtes, ils dominent déjà une partie du monde et en plus, ils ont réussi à se faire une belle place dans le domaine littéraire. Alors tout de suite, les chats d'Ultar. Il est dit qu'à Ultar, qui s'étend au-delà de la rivière Sky, aucun homme ne peut tuer un chat. Et en vérité, je veux bien le croire, observant celui qui est étendu là, ronronnant devant la cheminée. Car le chat est énigmatique et proche des choses étranges que l'humain ne peut voir. Il est l'âme de l'antique Égypte et porte le fardeau des contes des cités oubliées en Méroé et Ophir. Il est de la race des seigneurs de la jungle et détient les secrets de la très ancienne et inquiétante Afrique. Le Sphinx est son cousin, et ils parlent la même langue, mais il est plus ancien que le Sphinx et se souvient là où celui-ci a oublié. À Ultar, avant même que les autorités n'interdisent le meurtre des chats, demeurait un vieux paysan et sa femme qui prenaient plaisir à piéger et tuer les chats de leurs voisins. Pour quelle raison ils le faisaient ? Je l'ignore. On raconte qu'ils haïssaient les voix des chats dans la nuit, et que les chats puissent traverser furtivement leurs champs et leurs jardins au crépuscule les rendait malades. Mais qu'importent les raisons. Ce vieil homme et sa femme prenaient plaisir à piéger et tuer tous les chats qui approchaient de leur demeure. Et d'après les bruits qu'on entendait après la tombée du jour, les villageois commencèrent à imaginer que leur méthode d'abattage était très particulière. Mais les villageois n'en parlaient pas avec ce vieil homme et sa femme, à cause de l'habituelle expression sur leur visage parcheminé et parce que leur masure était petite et profondément cachée sous l'étendue des chênes à l'arrière d'un jardin abandonné. En vérité, beaucoup de propriétaires de chats détestaient ces vieillards, mais les craignaient encore plus. Et au lieu de les réprimander comme les violents assassins qu'ils étaient, ils prenaient plutôt soin à ce que leurs animaux de compagnie, ou greffiers chéris, restent éloignés de ce lointain taudis sous les arbres sombres. Et quand, inévitablement, un chat venait à manquer, et que des sons affreux étaient entendus après la tombée du jour, celui à qui on avait enlevé son animal familier pleurait sans espoir, ou se consolait en remerciant le destin que ce n'était pas un de ses enfants qui avait disparu. Car les gens d'Ultar étaient simples et ignoraient tout de la première arrivée des chats. Un jour, une caravane d'étranges vagabonds du sud entra par les rues pavées de la ville d'Ultar. Mystérieux voyageurs ils étaient, et bien différents de ces autres nomades qui passaient 2 fois par an dans le village. Sur la place centrale du marché, ils disaient la bonne aventure à chacun en échange de quelques pièces d'argent, qu'ils échangeaient ensuite aux marchands contre des perles baroques. Personne ne pouvait dire d'où ils venaient réellement. Mais ils avaient été vus s'adonnant à d'étranges oraisons, et sur les côtés de leurs roulottes étaient peintes d'étranges figures de corps humains à tête de chats, de faucons, de béliers et de lions. Et le chef de cette caravane portait une coiffe ornée de 2 cornes entre lesquelles était disposé un curieux disque. Il y avait dans ce convoi singulier un petit garçon qui n'avait
ni père, ni mère. Juste un petit chat noir à chérir. La peste ne lui avait été guère charitable, pourtant, elle lui avait laissé cette petite chose à fourrure pour atténuer sa tristesse. Et quand on est si jeune, on peut trouver un grand apaisement dans les espiègleries d'un chaton noir. Alors, le garçon que le peuple basané appelait Ménès souriait plus souvent qu'il ne pleurait lorsqu'il était assis à jouer avec son adorable chat sur les marches d'une roulotte aux peintures bizarres. Au 3e matin du séjour des voyageurs à Ultar, Ménès ne retrouvait pas son chat. Et alors qu'il sanglotait sur la place du marché, certains villageois lui racontèrent les rumeurs autour du vieil homme et de sa femme, et des bruits entendus lors de la nuit. Ainsi, lorsqu'il entendit ces choses, ses sanglots furent remplacés par la méditation, puis par des prières. Il allongea ses bras vers le soleil et pria dans une langue qu'aucun villageois ne pouvait comprendre. Et même, les villageois n'essayèrent pas de comprendre, tant leur attention était portée sur le ciel et les formes fantasques que les nuages épousaient. C'était très particulier, mais alors que le jeune homme relâchait sa requête, il semblait se former au-dessus une ténébreuse et nébuleuse figure de choses exotiques, des créatures hybrides couronnées de disques ornés de cornes. La nature est remplie de ces illusions qui impressionnent l'imaginatif. Cette nuit-là, les vagabonds quittèrent Ultar pour ne jamais revenir. Les villageois furent épouvantés de découvrir alors que partout dans le village, aucun chat ne pouvait être trouvé. De chaque foyer, le chat de la famille s'était évanoui. Des chats grands comme petits, noirs, gris, rayés jaune et blanc. Le vieux Cranon, le bourgmestre, jura que les gens basanés avaient enlevé les chats afin de se venger de la mort du chat de Ménès. Et il maudit la caravane ainsi que le jeune garçon. Mais Nit, le notaire Maigrichon, déclara que le vieux paysan et sa femme étaient bien plus suspects, car leur haine des chats était connue et incroyablement plus virulente. Peu importait. Personne n'alla se plaindre du sinistre couple, même lorsque le jeune Attal, le fils de l'aubergiste, jura qu'il avait vu au crépuscule les chats d'Ultar sur ce champ enclavé sous les arbres, faisant la ronde, doucement et solennellement autour de la masure, par rang de 2, comme s'il s'agissait de la célébration d'un rite animal inconnu. Les villageois ne savaient pas jusqu'à quel point il fallait croire un si jeune garçon, et comme ils craignaient que le couple malfaisant n'ait ensorcelé les chats jusqu'à leur mort, ils préférèrent ne pas blâmer le vieux paysan avant qu'il ne puisse le rencontrer en dehors de son champ sombre et repoussant. Alors, Ultar s'endormit dans une colère vaine. Et quand les gens se réveillèrent à l'aube, surprise, tous les chats étaient de retour dans leur foyer. Grands comme petits, noirs, gris, rayés jaune et blanc, aucun d'entre eux ne manquait. Les chats apparurent gras avec un poil soyeux, et leur ronronnement vibrait de contentement. Les citoyens parlèrent les uns avec les autres de cette affaire, et ne s'émerveillèrent pas qu'un peu. Le vieux Cranon insista encore sur le fait que c'était le peuple basané qui les avait pris, puisqu'aucun chat ne revenait vivant de la demeure du vieil homme et de sa femme. Mais ils étaient tous d'accord sur une chose. Le refus des chats de manger leur mou et de boire leur soucoupe de lait était extrêmement curieux. Et pendant 2 jours, les chats paresseux d'Ultar ne touchèrent aucune nourriture. Ils se prélassaient simplement à la chaleur du feu ou du soleil. Il fallut attendre 1 semaine complète avant que les villageois ne remarquent qu'aucune lumière n'émanait des fenêtres de la maison sous les arbres au crépuscule. Ensuite, Nit, le Maigrichon, remarqua que personne n'avait vu le vieil homme et sa femme depuis la nuit où les chats étaient partis. La semaine suivante, le bourgmestre décida d'outrepasser ses peurs. Il considérait comme un devoir de sa charge d'enquêter sur cet étrange silence persistant.
Mais en le faisant, et par précaution, il se fit accompagner de Shang, le forgeron, et de Tulle, le tailleur de pierre, en tant que témoin. Et après avoir fracassé la porte branlante, ils ne trouvèrent que ceci: 2 squelettes humains, proprement récurés sur le sol de terre, et un nombre impressionnant de scarabées rampant dans les coins sombres. Cela fut l'occasion de nombreuses discussions de la part des magistrats d'Ultar. Zat, le médecin légiste, se disputait à longueur de journée avec Nit, le notaire maigrichon. Et Cranon, Shang et Tulle étaient assaillis de questions. Même le jeune Atal, le fils de l'aubergiste, fut interrogé attentivement, et on lui donna une friandise en guise de récompense. Ils discutèrent du vieux paysan et de sa femme, de la caravane des voyageurs mystérieux, du petit Ménès et de son chat noir, de l'incantation de Ménès et du ciel pendant celle-ci, de ce que firent les chats la nuit où la caravane partit, et de ce qui fut trouvé dans la chaumière sous les arbres inquiétants dans l'abject jardin. Et finalement, les autorités passèrent cette loi remarquable qui est racontée par les marchands à Ateg et mentionnée par les voyageurs à Nir, à savoir qu'à Ultar, aucun homme ne peut tuer un chat.